bonsoir. Nous sommes dimanche 25 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Tout le pleu dans l'ouest ivoirien à son hôtel de ville. L'ouvrage, fruit du jumelage entre la mairie de Cocody et de Tout le pleu, a été inauguré hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Sa construction a coûté environ 150 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de l'expérience du Portugal en matière de sécurité maritime. Le sujet a été évoqué au cours d'une rencontre entre le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et son homologue portugais. Le ministre Ahmed Bakayoko a visité un patrouilleur portugais au port d'Abidjan. En politique, le Rassemblement des Républicains repense sa stratégie de communication. Le parti veut se doter d'un outil de communication performant, ambition affichée au cours d'un séminaire tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. En RD Congo, les marches organisées ce dimanche par le comité laïque de coordination ont été dispersées par les forces de l'ordre. Le bilan de ces manifestations contre le maintien au pouvoir du président Kabila fait état d'un mort et 2 blessés par balle. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par la séance du travail du président de la République, Alassane Ouattara. En fin d'après-midi, donc ce dimanche, le président Alassane Ouattara a accordé une audience à sa résidence de la Riviera Golf à Cocody au vice-ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, Al-Mazid Mohamed Abdullah. L'audience a eu lieu en présence des ministres Ahmed Bakayoko de la Défense et Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre saoudien n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. À l'intérieur du pays, la ville de Tout le pleu, dans l'ouest ivoirien, a son hôtel de ville. L'ouvrage, fruit du jumelage entre la mairie de Cocody et de Tout le pleu, a été inauguré hier samedi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. La construction a coûté environ 150 millions de francs CFA. Le reportage de notre correspondante Eve Bouy. C'est un hôtel de ville ultramoderne tout équipé qui concentrera désormais les administrations de la mairie. Les populations de Tout le pleu dans toute leur diversité sont sorties massivement pour exprimer leur joie et leur fierté devant ce joyau, fruit du jumelage entre les communes de Cocody et de Tout le pleu. Environ 150 millions de francs CFA ont été déboursés pour sa réalisation. Les filles et fils de notre département, au-delà d'être les témoins de la réception des clés et de l'inauguration de notre nouvel hôtel de ville, ont décidé d'exprimer du fond de leur cœur leur gratitude, leur reconnaissance et leur remerciement. Dans ce jumelage, la commune de Cocody a fait preuve d'une attention particulière à la limite du partenariat à l'endroit de Tout le pleu. Un bel exemple de coopération sud-sud pour l'entraide et les échanges à promouvoir. Cocody entend encourager et poursuivre ce genre d'initiative, facteur de cohésion sociale et d'intégration nationale. Cocody souhaite ardemment que ce modèle de solidarité prospère davantage pour le grand bien de nos populations et pour ce faire, invite l'ensemble de nos communes, les communes de Côte d'Ivoire, à s'inscrire dans cette vision. Une vision partagée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il constate des visu que la région du Cavalier est en train d'embarquer dans le train de l'émergence. Mais pour faire plus, a-t-il insisté, il faut la paix. Et je voudrais réitérer mon appel pour la paix, pour le dialogue et l'entente. Mon appel à l'union de toutes les filles et de tous les fils des 4 départements du Cavalier. Seul gage d'un développement durable de cette belle région. La région du Cavalier pourra alors servir d'exemple à tout le Grand Ouest et pourquoi pas à toute la Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie d'inauguration, la place publique de Tout le pleu a été baptisée Place Alassane Ouattara.
Voilà un modèle de solidarité qui inspire l'État tout entier. Vous allez le voir, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer de l'expérience du Portugal en matière de sécurité maritime. Le sujet était au cœur de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et son homologue portugais José Lopes pour s'imprégner donc des potentialités de la marine portugaise. Le ministre Ahmed Bakayoko a visité un patrouilleur portugais qui a accosté au port d'Abidjan. Michel Digré. Un patrouilleur de la marine portugaise dans les eaux ivoiriennes, le temps d'une visite d'amitié du ministre de la Défense du Portugal. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a pu découvrir les capacités de ce navire de guerre. Moins coûteux qu'une frégate, ce patrouilleur de 83 mètres peut s'adapter à tout type de mission en mer et ce en fonction des objectifs assignés. Surveillance des frontières maritimes, lutte contre le terrorisme et autres trafics en mer sont un autre atout de ce navire symbole de l'expertise du Portugal en matière de sécurité maritime. Une expérience dont veut s'imprégner la Côte d'Ivoire. Nos chefs d'état-major de la marine respective vont établir un calendrier de travail qui va permettre d'ouvrir des axes dans le cadre de la formation de nos marins, des échanges d'informations, des échanges sur la protection de l'environnement et également la Côte d'Ivoire entend tirer tous les profits de l'expertise et de l'expérience du Portugal en matière de défense, spécifiquement maritime. J'ai transmis à Monsieur le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire notre gratitude du fait que la Côte d'Ivoire ait assumé la coprésidence du groupe des amis du Golfe de Guinée. C'est une grande responsabilité. Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire est l'un des États qui s'est plus engagé et dans cette question qui est fondamentale pour notre sécurité commune. Les deux pays s'engagent ainsi à intensifier la coopération en matière de défense. Le ministre portugais José Lopes a invité à cet effet le ministre Ahmed Bakayoko à Lisbonne. On ouvre à présent le chapitre politique de ce 20h avec le Rassemblement des Républicains qui repense sa stratégie de communication. Le parti veut se doter d'un outil de communication performant, ambition affichée au cours d'un séminaire tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le Rassemblement des Républicains fortement mobilisé à Yamoussoukro pour élaborer sa nouvelle stratégie de communication autour du thème « Une communication innovante pour un RDN nouveau », d'où la tenue d'un séminaire. Point de départ de la mise en œuvre des résolutions du 3e congrès après la formation des différentes instances du parti. L'enjeu de ce séminaire, la bataille de l'opinion, la maîtrise de l'espace public, la compétitivité démocratique et politique et aussi l'amélioration de la communication interne entre la direction du parti et sa base. Nous avons analysé nos insuffisances et nous avons quelques pistes donc, de réponses à apporter pour que le RDR soit beaucoup plus profond dans sa communication. Nous allons repartir à la conquête de l'opinion nationale et internationale. Pour Kandia Kamisoko Kamara, secrétaire général du RDR, le parti dispose d'outils modernes et performants pour communiquer. Le RDR Nouveau est en marche avec une nouvelle stratégie de communication. Le RDR Nouveau est en marche parce que tous les participants ont pu avoir des outils pour leur permettre de rendre visibles non seulement les actions du président de la République, les actions du gouvernement, mais aussi la vision du RDR pour la Côte d'Ivoire. La bataille de la communication, le RDR entend la gagner, selon sa présidente Henriette Dagri-Diabaté. Le RDR doit en effet trouver sa place entre le gouvernement et les populations. Relayer les informations dans un sens comme dans l'autre. Rester toujours en éveil. Avoir des idées, proposer des solutions, avec toujours à l'esprit la volonté d'améliorer la vie de nos concitoyens. C'est à ces conditions que le RDR redeviendra actif pour les populations, parce qu'elles comprendront que nous nous intéressons à nouveau à elles. Cette bataille de l'image, cette bataille de la communication
nous allons la gagner. Autre temps fort de la rencontre, le panel sous le thème Diagnostic, défis et perspectives de la communication du RDR, animé par des cadres du parti et des personnes ressources. Mais avant l'ouverture des travaux du séminaire, la direction du RDR était dans la famille Boigny, où elle s'est recueillie sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny dans son caveau familial. On reste à Yamoussoukro où notre reporter Abou Sanogo a recueilli les réactions des militants du RDR après le séminaire axé sur une communication innovante du Rassemblement des Républicains. Nous les écoutons. L'ensemble des militants l'a indiqué, voilà, c'est de pouvoir mettre en œuvre, je pense que très rapidement, toute cette matrice d'action qui a été déclinée pour que nous soyons le plus proche possible des militants et que chaque militant puisse s'inscrire en fait dans cette nouvelle dynamique et se comporter désormais en militant nouveau. C'était un très bon séminaire qui nous permettra, à n'en point douter, de repartir avec de nouvelles armes pour encourager davantage nos militants, non seulement pour les sénatoriales, les municipales et les régionales également. Tous les problèmes ont été adressés en matière donc de communication. Les insuffisances ont été relevées, des solutions ont été proposées, un programme et une stratégie ont été élaborés qui, j'en suis sûr, la mise en œuvre va permettre de résoudre pas mal de problèmes au niveau national, mais également au sein du parti. Il est important que le RDR lui-même, au sortir de ce congrès-là, mette en œuvre les recommandations du Congrès. Et l'une des recommandations, c'est que la communication du parti et surtout de la direction soit beaucoup plus fluide entre la direction et la base. Il y a eu une très bonne projection sur une stratégie de communication politique que donc le RDR va utiliser maintenant pour faire en sorte qu'il y ait une communication donc ascendante donc de là-haut vers donc la base et qu'en fait il y a aussi un relais de la base donc vers là-haut et qu'ensuite toutes les couches socio-professionnelles puissent être atteintes donc par les messages du RDR. On voit aujourd'hui qu'effectivement la mise en place des nouvelles structures fait bouger le RDR. La communication est une chose très importante et on est venu nous exposer comment on devra maintenant communiquer. Aujourd'hui, cette équipe nous a donné les armes à prendre pour gagner ces élections de la façon la plus éclatante. La présentation qui a été faite, une présentation très innovante, très moderniste. Et le contenu aussi a été pertinent. Et je pense que c'est une totale satisfaction, jugée par les réactions et les commentaires des uns et des autres. Je suis édifié parce que toute activité humaine doit être corroborée par trois fers. Le vouloir faire, le savoir-faire et le faire savoir. Et nous y adhérons. Nous partons d'ici avec la certitude que le RDR nouveau qui est né et va conquérir davantage le terrain, va se positionner comme un parti rassembleur et qui travaille résolument pour la satisfaction des besoins de nos compatriotes. On communique aussi au 55e Salon international de l'agriculture de Paris, ouvert hier jusqu'au 4 mars prochain. La Côte d'Ivoire y participe. Ce salon est une opportunité pour les milliers de visiteurs de vivre l'expérience d'une agriculture qui bouge et qui évolue. Noël Nyagno est l'un de nos envoyés spéciaux. La 55e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, Versailles. C'est parti pour 10 jours. De ce 24 février au 4 mars prochain, les professionnels français et ceux venus du monde entier vont montrer leur savoir et leur savoir-faire dans le domaine agricole aux nombreux visiteurs français et ceux venus d'ailleurs. Les organisateurs estiment qu'ils seront pour l'édition 2018 environ 600 000. La Côte d'Ivoire, la locomotive agricole sous-régionale, a respecté la tradition. Elle est à ce rendez-vous avec ses deux ministères en charge des questions agricoles et des ressources halieutiques. Les différents messages aussi. Là, la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Un appel aux bailleurs de fonds pour le financement du programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2. L'annonce du prochain salon des équipementiers du cajou au niveau des ressources halieutiques, le projet d'appui au secteur de l'élevage. L'innovation de la participation ivoirienne de 2018, le Conseil Café Cacao se met en vedette pour faire découvrir la cacaoculture aux enfants de la diaspora et à ceux des élèves de 2 lycées français. Une opération d'explication pour faire toucher du doigt les réalités de la performance agricole ivoirienne.
Le cajou, la nouvelle spéculation aux multiples potentialités ne sera pas en reste avec là aussi la promotion tout azimut, la politique de transformation. Dernière innovation, la réponse grandeur nature de la politique de production de l'huile de palme sans détruire la forêt. Comme pour dire, voici comment nous produisions de façon responsable l'huile de palme. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, pour tous ses atouts, a été honoré au 55e Salon international de l'agriculture de Paris. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Kobena Adjoumani, a été distingué dans l'ordre du mérite agricole français à l'entame de ce rendez-vous d'échange, d'expérience et d'opportunités. Envoyé spécial Hugues Vibli. La France agricole s'expose jusqu'au 4 mars à la porte de Versailles. Pas moins de 650 000 visiteurs, 1 millier d'exposants et 32 000 professionnels se côtoient au parc des expositions de Paris, parmi eux les représentants de la Côte d'Ivoire qui font découvrir le potentiel agricole, animal et halieutique du pays. À la tête de la délégation ivoirienne, ce premier jour du salon, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Objectif affiché de Kobena Kwasi Adjoumani, assurer de nombreuses rencontres B2B, tisser de nouveaux contacts, consolider les précédents, finaliser les dossiers en cours. La Côte d'Ivoire ici ne manque pas de découvrir ou redécouvrir l'agriculture hexagonale dans ce qu'elle propose de mieux, toutes choses utiles au développement de ces secteurs halieutiques, animal et agricole. Avec plaisir, le ministre s'est rappelé au détour d'une visite de stand le fruit de la coopération avec la France. C'est une grande satisfaction. Là-bas, les animaux évoluent bien, donc les résultats que nous obtenons sont identiques à ceux qui sont ici plus ou moins. Et donc ils se sont bien adaptés. Le plus gros problème en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la chaleur, c'est les tiques. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays où il y a beaucoup d'herbes et beaucoup de végétation, ça pousse très bien. Il faut juste adapter par rapport au problème des parasites les animaux. On est en train de démontrer qu'on peut produire du lait en pays tropical. Depuis 2012, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani marque de sa présence les différentes éditions du Salon de l'agriculture, renforçant ainsi la coopération avec la France avec des résultats probants. C'est donc pour votre engagement depuis ces longues années en faveur de l'agriculture que par arrêté en date du 15 février 2018, je vous ai promu au grade de commandeur du mérite agricole. Cette distinction va au-delà de ma personne. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. C'est notre président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est honoré. C'est le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui est honoré. Et donc, cette distinction, je la dédie à mes chefs qui m'ont fait confiance. La journée du 1er mars à ce salon est dédiée à la Côte d'Ivoire, l'occasion de faire connaître à tous ses potentialités agricoles et halieutiques. Voilà une agriculture ivoirienne qui rayonne. L'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire en fait son credo. Mais pour cela, des défis restent à relever. La question a été évoquée au journal de 13h, présenté par Hamza Diaby ce dimanche. Il a reçu comme invité M. Aboubakar Diaby, président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Voyons un extrait de leur entretien. Le cajou, aujourd'hui, représente, après le cacao, après le pétrole, le troisième produit d'exportation. Pour la campagne passée, ça fait des revenus de près de 600 milliards pour la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un secteur en pleine expansion. Ça se passe très bien pour les acteurs. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, la volonté des acteurs, c'est de se mettre ensemble pour accompagner le gouvernement dans sa politique, pour faire du cajou un véritable levier de développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons enregistré beaucoup de progrès depuis 2013. Alors, il s'agit pour nous de consolider les acquis de la réforme. Aujourd'hui, on parle de transformation en Côte d'Ivoire. La transformation, c'est un sujet qui intéresse tous les acteurs de la filière. Mais comme je le disais tantôt, le premier défi à la transformation, c'est d'abord le financement. Et après le financement, c'est l'accès à l'équipement. Donc, vous avez une filière qui, au fil des années, était
dominée entièrement à 90% par des exportateurs. Je pense que la politique actuelle du gouvernement est très bonne, elle doit être inclusive. Elle doit être une politique qui amène les acteurs, je veux dire les exportateurs, à la transformation. Alors si on le fait, je pense très tôt, on ira à 30 ou 50% de la transformation. Des défis restent également à relever dans le domaine des infrastructures routières. Le directeur général de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, est en visite de terrain. Son voyage l'a conduit sur l'axe Mankono-Tienengboué, long de plus de 55 km, et l'axe Kani-Bundiali, 135 km. Des routes en réfection, le bitumage est en cours et sera bientôt achevé. Le reportage de Konaté Moussa. Des voies bien dressées. Mankono, la capitale de la région du Béri, a aujourd'hui fière allure, mais souffre encore de son enclavement. La ville n'est reliée à aucune localité environnante par le bitume. Dans la ville, là, il y a bonne route, mais ici, à Zonfla, il n'y a pas bonne route là-bas. C'est là aussi, il n'y a pas un petit village aussi. Entre ici et Abouaki, il n'y a pas bonne route. Tout est comme ça, il n'y a pas bonne route. L'isolement de Mankono, bientôt un lointain souvenir avec le bitumage de l'axe Mankono-Tienengboué. Long de plus de 55 km, les travaux démarrés depuis 2016 pour un délai de 26 mois sont en cours. Les évacuations des produits pour envoyer au sud, c'était très difficile pour nous, mais il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui qui nous anime parce que le bitume a démarré. Les choses sont en train de changer. Il y a de l'espoir. Ça va permettre aux investisseurs de venir, ça va permettre aux banquiers de venir. Autre chantier, l'axe Kani-Bundiali, 135 km de bitume à réaliser en 32 mois. Les travaux ont démarré en juin 2017 sur ce tronçon pour faciliter les échanges entre les peuples Koyaka de la région du Ourodougou et Sénoufo de la région de la Bagouille. Les travaux d'aménagement et de bitumage des routes Mankono-Tienengboué et Kani-Bundiali sont visités par le directeur général de l'agence de gestion des routes. Il s'agit de Sankeri, de l'état d'avancement. J'ai visité ces mêmes chantiers il y a 4 mois et les messages que j'avais apportés donc à toutes les équipes, c'était donc de travailler selon la qualité requise, mais surtout de faire en sorte que les délais soient tenus. Ce que je peux constater, c'est que les choses avancent. Il y a quelques réglages qu'il faut faire pour que nous puissions atteindre nos objectifs donc de délai, mais également de qualité. Donc je voudrais vraiment féliciter et encourager donc, les équipes. Pour la réalisation de ces 2 routes, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont mobilisé environ 60 milliards de francs CFA pour l'axe Kani-Bundiali et 32 milliards de francs CFA pour Mankono-Tienengboué. On change de décor, parlons religion. Le commissariat du Hajj fait le bilan du Hajj 2017. Notez que 5 820 pèlerins, dont 4 200 au compte de l'État de Côte d'Ivoire, ont pu faire le déplacement en Arabie Saoudite. Pour l'édition 2018, ce sont 6 800 pèlerins qui sont attendus pour leur permettre d'accomplir un meilleur Hajj. Des réflexions sont menées sur le thème « Quel ajustement pour une amélioration continue de l'organisation du Hajj ?» Élément de réponse avec Walter Amadou Ouattara. 5 820 pèlerins ivoiriens ont pu faire le Hajj en 2017. Mais l'accomplissement du 5e pilier de l'islam ne s'est pas fait sans désagrément. La prise en charge des pèlerins vulnérables, la fraude sur l'identité dans la constitution du dossier administratif, surtout le problème des candidats au Hajj enregistrés chez les opérateurs privés qui n'ont pas pu aller à la Mecque. C'est pour lutter contre ces difficultés, dans la perspective d'une meilleure organisation du Hajj 2018, que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers la Direction générale des cultes, a mené à Abidjan des réflexions. Réaliser la maison du Hajj, encourager la concurrence des compagnies aériennes en vue de la baisse du coût des billets d'avion. La mission Hajj Côte d'Ivoire et les opérateurs privés se sont engagés dans une dynamique de conjugaison des efforts à œuvrer à l'application de ces recommandations pour une amélioration continue des prochaines éditions. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassure la communauté musulmane. C'est pour regarder vers l'avenir que vous avez décidé du choix du thème de vos réflexions, à savoir quels ajustements pour une amélioration continue de l'organisation du Hajj. Je me propose dans tous les prochains jours d'informer le gouvernement de toutes les résolutions que vous avez prises
pour l'édition 2018 du Hadj. La date du lancement officiel, la publication des conditions de participation ainsi que le coût du Hadj 2018 seront connus dans les prochains jours. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, cette semaine a été dominée notamment par l'ouverture du dialogue politique entre pouvoir et opposition au Togo. Le président George Weah, nouvellement élu président du Libéria, a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Plus de détails dans ce 7 sur 7 proposé par Olivier Iriebi et Michel Digré. Comme prévu à Lomé au Togo, les délégués du pouvoir et ceux de la coalition de l'opposition se sont retrouvés lundi matin pour l'ouverture du dialogue politique. Des avancées sont notées après le premier round des discussions. Les protagonistes togolais souhaitent tous que ce dialogue conduise à l'aboutissement définitif de la crise sociopolitique en cours dans le pays depuis plusieurs mois. L'épave d'un bimoteur ATR-72 iranien qui s'est écrasé dans une tempête de neige avec 66 personnes à bord a été localisée mardi. Un des pilotes des drones a annoncé sur les antennes de la télévision d'État que des corps étaient dispersés autour de l'avion, précisant que l'épave se trouvait dans le village de Nogol à environ 4000 mètres d'altitude dans le mont Dena. C'est le premier déplacement européen pour le nouveau président libérien George Weah. Invité au palais de l'Élysée, le président libérien a en outre demandé l'aide de la France pour redresser la situation économique de son pays. Au Nigeria, 111 collégiennes portées disparues ont été retrouvées le jeudi 23 février grâce à une intervention de l'armée nationale. Le communiqué du gouvernement de l'État qui annonce cette opération de sauvetage apporte toutefois moins de précision. Les familles des collégiennes enlevées restent inquiètes et redoutent une nouvelle affaire Chibok. 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont pris part vendredi à Bruxelles en Belgique à la conférence des donateurs pour la force du G5 Sahel. Cette conférence devrait mobiliser au moins 30 millions d'euros, soit plus de 196 milliards de francs CFA en vue du financement de la première année d'opérationnalisation de la force conjointe antiterroriste. Un objectif largement atteint puisque la communauté internationale a annoncé un soutien de plus de 275 milliards de francs CFA. La campagne pour la présidentielle en Égypte s'est ouverte ce samedi. Le scrutin est prévu se dérouler le 26 mars prochain, puis le 24 avril pour un second tour. Mais le vote semble jouer d'avance puisque le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, candidat à sa propre succession, n'a qu'un seul adversaire, Moussa Mostafa, moins populaire. Les marches organisées ce dimanche matin à la sortie des messes à l'appel du comité laïque de coordination en République démocratique du Congo ont été dispersées par les forces de l'ordre à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Des tirs de gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles ont été également signalés. À Kinshasa, on enregistre un mort et 2 blessés par balle selon des témoins. Dans l'actualité sportive, notez la Coupe UFOA Dames. Les Ivoiriennes et les Ghanéennes se sont livrées un match sans merci hier devant un public acquis à leur cause au stade Robert Champreau de Makori lors de cette finale. C'est le Ghana qui l'a emporté grâce à un but inscrit en tout début de rencontre. Le résumé avec Samuel Match. Les Black Starlets remportent le trophée de la première édition du tournoi UFOA à l'issue d'une finale âprement disputée face aux Éléphantes. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce match. Les deux nations voulaient très vite afficher leur suprématie. Ce sont les Ivoiriennes qui amorcent une première offensive qui n'aboutit pas. À la 2e minute de jeu, sur un coup franc bien repris par Janet Ejir, les Ghanéennes surprennent la défense ivoirienne tétanisée et ouvrent le score 1-0. Les filles de Touré-Clémentine, cueillies à froid, vont dès lors durcir le jeu et se réveiller. Naï Estelle contrôle bien sur le côté gauche pour Esso Nadège qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Dans les dernières minutes de jeu,
Le stade est debout et espère une égalisation des éléphantes. Zotenina et son groupe ont réussi à raviver la flamme de supporters chez plusieurs amoureux du ballon rond. Bravo les filles! Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Fin de ce 20h réalisé par Edouard Kofi Sakra, Fofana Mamadou et Diomante Awa. Merci à toute l'équipe technique, à Sylvie Touré pour la supervision et surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.